Ok, alors normalement on est en live. Je vais vérifier très rapidement juste sur nos pages. S'il y a des gens qui rejoignent actuellement, vous pouvez vous poser tranquillement pour l'instant. Ça va commencer juste, on va attendre un tout petit peu que les gens arrivent. Donc c'est l'histoire de 2-3 minutes. Ok, j'ai eu la notification, normalement on est en live. Pour meubler, c'est incroyable. Hop là. Ok, c'est bon, j'ai eu des notifications, j'ai eu le retour. Je vais couper le Slack. Je pense qu'on va commencer, ça m'a l'air plutôt bon. Alors pour tous ceux qui viennent de rejoindre, j'ai pas du tout... Oh, on est déjà à 27, incroyable. Déjà, bienvenue, j'espère que vous allez super bien pour le coup. Aujourd'hui, on est le 1er septembre, c'est le live de rentrée en collaboration directement avec Evency. Alors pour me présenter, moi je suis une nouvelle tête au sein de Live Mentor, je viens d'arriver il y a 3-4 mois. Bonsoir à Macha qui vient d'arriver sur le chat. Je t'ai volé un peu ton concept de live, désolé. Je ferai ta pub pour demain après. Moi, je viens d'arriver il y a 3-4 mois chez Live Mentor et j'ai travaillé directement à temps plein sur ce projet de cette collaboration avec Evency et du coup avec Élise surtout. J'espère que tu vas bien. Oui, salut à tous, bonjour. Alors Élise du coup qui travaille chez Evency sur la partie content, donc elle va travailler directement sur toute la partie contenu, sur les articles, sur les e-books, sur d'autres contenus il me semble, globalement sur la strat édito. Au niveau de nos organismes, pour représenter très rapidement, à nouveau, parce que du coup on va avoir une audience de Evency et une audience de Live Mentor, donc je pensais bien qu'on repose tranquillement un peu les bases d'absolument tout. Alors, je te laisse commencer pour Evency. Oui, bonjour à tous. Donc, comme Romain l'a dit, je suis Élise, donc je suis content manager chez Evency et je travaille chez Evency depuis un peu plus d'1 an. Et donc, Evency, c'est une plateforme d'influence qui permet aux marques d'identifier les influenceurs et les ambassadeurs pertinents pour pouvoir mettre en place ensuite des campagnes d'influence et également donc, tout ce qui est optimisation de la stratégie, gestion de la logistique. Donc, on travaille avec plus de 1000 marques. On travaille notamment avec L'Oréal, TF1 ou des plus petites marques comme Scrunchies Back. Ok, top. Je vois des gens qui sont arrivés. Bonjour Sylvia, bonjour. Un peu mal. Yes, c'est ça. Donc on va essayer de régler ça. L'idée c'est que aussi on vous a présenté ça dans les posts un peu. Peut-être vous avez pu voir, mais en tout cas pour nous deux c'est la première expérience en live. Donc soyez indulgents, hashtag indulgents s'il vous plaît sur les réseaux. On va faire de notre mieux pour le coup, mais en tout cas on a travaillé le contenu à fond, au moins pour être sûr d'avoir quelque chose qui est tangible. Et pour présenter Live Mentor rapidement, Live Mentor c'est un organisme de formation qui fait de la formation depuis 4 ans. Il y a eu pas mal de transformations, mais maintenant on est sur la formation en ligne accompagnée d'un mentor, donc une personne qui a une expertise sur les domaines de la formation. Nos formations traversent différents domaines qui vont du marketing jusqu'aux réseaux sociaux, en passant par le copywriting, créer son site web via WordPress, des formations axées productivité, side project et pas mal d'autres à découvrir que vous pourrez retrouver sur notre site. Et évidemment, pour toutes les informations complémentaires, vous pourrez aller sur le site d'Evency, sur le site de Live Mentor après le live. Pour l'instant, restez s'il vous plaît. Restez, c'est important. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de la thématique du marketing d'influence. C'est le cœur en fait simplement de Evency, mais on va y ajouter aussi la touche Live Mentor qui est autour du lancement de projet et en fait associer les deux pour voir quel intérêt l'un peut avoir dans l'autre simplement. Et donc simplement on va commencer par une petite partie théorique juste pour vous permettre d'avoir toutes les clés pour pouvoir simplement comprendre tout ce qu'on va expliquer après. Pour ceux qui pourraient poser la question, ça sera disponible en replay un peu plus tard dans la semaine. En tout cas, pendant ce live, ce qu'on va voir, c'est on va d'abord faire une première partie théorique qui sera courte. Après, on va faire des études de cas, justement, qui sont très, très cool. On va faire des études de cas sur clairement des noms que vous connaissez sûrement. Michel Augustin, l'Occitane et Pylone. Oula, j'ai mis un coup dans la table, désolé, la caméra a tremblé. Qu'on va voir avec Élise et on va pouvoir chacun apporter notre point de vue et on va pouvoir discuter sur tous ces points-là. Et à la fin, évidemment, on vous l'a annoncé dans les posts, il y a une surprise. Évidemment, cette collaboration, on l'a poussée un peu plus loin. Et en tout cas, on est très fiers de ce qu'on a pu faire. Donc, restez jusqu'à la fin. Pour le coup, vous ne serez pas déçus.
Et donc, on va commencer sur la partie simplement introduction, sur l'introduction à l'environnement du lancement de projet. Je vous ai présenté Live Mentor rapidement. On accompagne des entrepreneurs. Certes, on les accompagne dans le développement de leur projet, mais surtout avant tout dans le lancement de leur projet, qui est très souvent le pas simplement qui est le plus dur à franchir. Et simplement, en fait, pourquoi il est compliqué ce premier pas? C'est parce qu'il fait rentrer beaucoup de choses en compte. On a notre environnement, nos freins personnels qu'on se met, les éléments extérieurs qui peuvent nous affecter, et puis on a facilement ce blocage simplement au niveau de ce qu'on peut se mettre dans la tête, ce qu'on peut s'enfoncer. Simplement, même moi, j'ai vécu, et peut-être c'est ton cas, Élise aussi, sur plein de projets qu'on a en tête. On trouve toujours une raison de ne pas avoir le temps, en quelque sorte. Souvent, la flemme cache quelque chose de en soi plus profond. Et il y a une partie aussi plus technique qui est sur le lancement de projet, qui est souvent un peu oubliée, mais pour le coup, cette phase de lancement de projet est une phase assez réduite en termes de temps. Mais c'est une phase qui est vraiment très particulière par rapport au développement d'une entreprise, qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus globale et qui englobe notamment cette phase de lancement de projet. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau de cette phase de lancement de projet? Pourquoi c'est particulier? On a quelques chiffres. Actuellement, il y a 10 000 startups en France simplement qui ont été décomptées aux alentours de l'année 2019, il me semble, selon une étude de Widen, si je ne me trompe pas. Mais le constat, c'est que 2/3 de ces entreprises échouent sous 2-3 ans. Ce qui peut faire une douche froide, ce qui peut rajouter un frein aux nombreux déjà qu'une personne peut se mettre quand elle a une idée en tête, simplement. Et ça peut venir de plein de causes. Et l'échec, dans tous les cas, ça reste quelque chose qui est à prendre en compte dans un parcours entrepreneurial. Mais on peut le surmonter, simplement. Au niveau de l'écosystème, pour le résumer très rapidement, il y a pas mal de choses qui font sa particularité. L'idée, c'est qu'on attend des résultats assez rapides pour croître rapidement. Et souvent, les premiers chiffres, c'est les plus durs à faire monter, simplement. Une fois qu'on a trouvé un rythme de croisière, une fois qu'on a déjà une base d'audience, l'exploiter plus et aller sur ce qu'on appelle de l'inbound marketing, développer à partir d'une base existante quelque chose d'un peu plus profond, ça rentre dans d'autres leviers marketing. Ceux du lancement, ils sont plus particuliers. On peut citer par exemple le financement participatif, dont on se servit par exemple avec Live Mentor pour lancer Odyssée d'entrepreneurs, notre magazine. Il y a le street marketing, mais comme on en discutait aussi tout à l'heure avec Élise, simplement il y a des agences comme ça qui étaient par exemple spécialisées sur le street marketing. Je connais par exemple Flying for You, qui était une agence spécialisée 100% dans ça et qui ont vu simplement leur cœur d'activité mis à zéro, quoi, simplement. Qui doivent se transformer. Donc, c'est lié à pas mal de conditions aussi externes. Et il y a les canaux payants qui sont là beaucoup plus démocratisés, que tout le monde utilise globalement, qui entraînent pas mal de coûts, qui sont une solution, on va dire, ponctuelle, intéressante, et à multiplier sur des campagnes. Et un des derniers, et c'est pour ça que là, désolé d'avoir fait un peu un monologue, mais c'est pour faire une meilleure transition. Un dernier, du coup, dans cette perspective de simplement trouver de nouveaux leviers, des choses qui sont aussi plus dans l'air du temps, il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé, le marketing d'influence, simplement. Et je te laisse, Élise, pouvoir un peu plus expliquer ça en détail. Oui, alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai augmenté le son du micro, normalement. Bon, ça a l'air... De toute façon, je vais lire les commentaires. Au pire, je te couperai, je te dirai. Ok. Alors du coup, déjà, je vais vous introduire ce que c'est le marketing d'influence. Donc le marketing d'influence, aujourd'hui, c'est un des leviers les plus puissants. Et en fait, ça consiste tout simplement pour une marque à communiquer à travers des prescripteurs, donc autrement dit des influenceurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dénombre 4 types d'influenceurs. Donc, on va avoir vraiment des célébrités qui ont des millions d'influenceurs, des millions d'abonnés, pardon, comme Kylie Jenner, Justin Bieber.
Ensuite, on va avoir plutôt des macro-influenceurs, donc des personnes qui ont plus de 100 000 abonnés. En France, de très connus, il y a Nolita notamment, spécialisée dans la mode. On a également des anciennes Miss France, comme par exemple Camille Serre. Après, on va avoir les micro-influenceurs, donc des influenceurs qui ont entre 5 000 et 100 000 abonnés. Et enfin, on va avoir les nano-influenceurs qui ont moins de 5 000 abonnés et qui sont de plus en plus appréciés par les marques par rapport à leur transparence sur les réseaux sociaux. Ouais, et particulièrement sur ce point, il y a un point qui revient pas mal de fois, même dans les questions qu'on peut avoir sur des coachings chez nous, c'est ce point de le marketing d'influence. Bah, tu as cité par exemple des noms comme Kylie Jenner, c'est des millions d'abonnés sur Instagram. Tout de suite, ça fait peur. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le marketing d'influence, c'est pas qu'un marketing basé sur les stars. C'est un marketing qui est aussi basé sur des personnes beaucoup plus atteignables, simplement. Pardon, je dois boire un petit peu. Mais en tout cas, sur la partie influence, on a vraiment ce pain point de simplement, c'est pas accessible. Donc, comment toi, par exemple, tu pourrais aborder ça avec une personne, par exemple, qui lance son projet en fait, à quel point c'est accessible pour monsieur tout le monde? Alors déjà, le marketing d'influence, c'est vraiment un levier qui est accessible à toutes sortes d'entreprises, donc tout dépend de toute taille, également aussi de tout secteur. Donc ça, c'est l'avantage de ce canal marketing. Et ensuite, la clé, c'est vraiment de trouver les bons influenceurs. Donc les bons influenceurs qui vont vraiment vous correspondre à vous en tant que marque ou en tant que commerce, par exemple. Donc pour trouver un bon influenceur, déjà il faut savoir que le bon influenceur pour vous va pas être le même pour une autre marque. Donc c'est pour ça que là je vais vous donner quelques petits conseils pour commencer. Donc déjà, par exemple, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement étudier, il y a une démarche data-driven, étudier bien vos consommateurs, c'est-à-dire quels sont leurs comportements sur les réseaux sociaux, quels vont être les réseaux sociaux qu'ils apprécient, quelles sont leurs caractéristiques, par exemple l'âge, où ils se situent, etc. Ensuite, il faudra faire la même chose avec les influenceurs, et comme ça, après, vous allez pouvoir vraiment trouver les influenceurs qui matchent avec vos consommateurs, et donc par conséquence, du coup, aller contacter ce type d'influenceurs, parce qu'il faut toujours se rappeler, faut toujours se souvenir, que les consommateurs les influenceurs sont avant tout vos consommateurs, c'est vraiment le miroir de vos consommateurs. Ensuite, en deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'établir des objectifs. Alors, ça peut paraître vraiment simple, mais c'est vrai que quand vous allez élaborer votre stratégie de marketing d'influence, vous allez devoir vraiment poser vos objectifs et ensuite, il y aura un objectif par campagne. Pour éviter de vous éparpiller, c'est vraiment essentiel de choisir un axe par campagne et donc comme ça, vous allez atteindre plus facilement vos objectifs et par conséquent aussi trouver les meilleurs influenceurs par rapport à vos objectifs. Ensuite, un troisième petit conseil, c'est tout simplement soyez à l'affût des nouveautés sur les réseaux sociaux. En fait, vous n'êtes pas obligé de tout lire, de tout suivre, mais c'est vraiment bien de se tenir informé. Donc pour ça, il y a des blogs comme le blog du modérateur qui sort tous les jours en fait des articles vraiment intéressants, vraiment pertinents sur les nouveautés des réseaux sociaux. Ensuite, en plus, en vous tenant en fait informé de toutes ces nouveautés, vous allez pouvoir vraiment proposer aux influenceurs des collaborations un peu inédites. Vous allez aussi pouvoir leur proposer des collaborations inédites, leur demander de l'aide aussi pour avoir des recommandations sur vos campagnes. Et puis d'ailleurs, vous pouvez aussi, là je fais la petite pub à Evency, mais donc toutes les semaines on sort des articles sur notre blog Evency avec les nouveautés sur les réseaux sociaux et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre newsletter. Après, sinon, j'ai plein de conseils comme ça, mais après, sinon, un autre conseil que je vais vous donner, c'est vraiment aller privilégier la qualité des profils des influenceurs plutôt que le reach. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le reach, c'est tout simplement la portée. Donc, en fait, le nombre de personnes que votre publication va atteindre à travers un influenceur. Et en fait, on a tendance à vouloir toujours se focaliser sur les chiffres, toujours dans une démarche ROIste. Alors qu'en réalité, si on choisit un influenceur qui réalise des publications qui correspondent à l'image de votre marque, mais également un influenceur qui crée de l'interaction avec sa communauté, en fait, qui a en fait un bon taux d'engagement, ça va vraiment être beaucoup plus pertinent que tout simplement le nombre de personnes que vous allez atteindre à travers une publication. C'est pour ça d'ailleurs qu'on préconise souvent de travailler avec plusieurs micro-influenceurs plutôt qu'avec un seul macro, parce que certes, le macro-influenceur, il va vous permettre de toucher en 24 heures un énorme nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais à l'inverse, un micro-influenceur va vous permettre vraiment sur du long terme de toucher la même quantité de personnes, mais avec plusieurs publications aussi que vous pourrez réutiliser après par la suite. Et ensuite, le dernier conseil que je pourrais vous donner, donc pour trouver vraiment les bons influenceurs, c'est de faire vraiment attention en fait aux faux influenceurs. Donc ça peut paraître
bête, mais il y a vraiment des influenceurs qui achètent des abonnés, d'ailleurs comme des marques, pour doubler leur communauté sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous le déconseille parce que ça fausse vraiment votre taux d'engagement après et ça fausse votre communauté en ligne. C'est pas bien de jouer les méchants. Il faut arrêter. Non, mais c'est tout bête, mais c'est vrai qu'après, ça peut être tentant quand on lance son entreprise, mais en réalité, il vaut quand même mieux avoir une petite communauté, mais une communauté qui nous ressemble, une communauté engagée, plutôt qu'avoir des faux abonnés. Et ça a peut-être des retours, mais c'est surtout court terme. Mais c'est ça. Sur ce type de... Voilà, tout à fait. Fiche. Et après, je ne sais pas, encore une fois, si vous le savez, mais il y a vraiment des centaines d'entreprises qui proposent en fait de nous vendre des influenceurs. Donc, c'est vraiment accessible à la portée de tous, y compris des influenceurs. Et c'est pour ça qu'en fait, après, il y a des petites techniques quand vous n'avez pas un outil pour trouver qui sont les faux influenceurs. Donc après, tout simplement, allez voir si le nombre d'abonnés a doublé en un temps record par rapport à analyser, par exemple, la fréquence des publications de l'influenceur. On va avoir aussi les macro-influenceurs ceux qui sont certifiés par Instagram, en fait, ils ont un petit badge en haut de leur profil. Donc là, ça veut dire que c'est vraiment des influenceurs qui ont créé leur communauté de A à Z avec une communauté engagée. Et puis après, on veut évidemment aussi, si les commentaires ne sont pas dans la langue de l'influenceur, on peut se poser là, c'est des cas extrêmes, mais il y a aussi, par exemple, les commentaires qui sont assez simples, du genre top, emoji flamme. Les petits voilà, c'est les commentaires assez simples. En fait, c'est des commentaires qui sont, enfin, corrige-moi si je me trompe là-dessus, mais qui sont assez simples à reproduire en masse par simplement des bots, simplement des algorithmes qui vont reposter plusieurs fois ce commentaire-là. Et donc, je te rejoins complètement sur tous les points que tu as évoqués. Pour le coup, c'est beaucoup d'éléments qui sont hyper intéressants. Je sais qu'on a parlé pour le coup de pas mal de mots techniques, de ROIs, de reach, de macro-influenceurs, etc. L'idée, c'est pas de bloquer en quelque sorte le marketing d'influence à une sorte d'élite, et juste vraiment tout au contraire. Nous, on croit vraiment que le marketing d'influence a même d'ailleurs surtout sa place sur les commerces de niche, en quelque sorte, où là, ils vont être hyper puissants. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Par exemple, moi, pendant ma formation, j'ai eu un professeur qui avait une chaîne YouTube spécialisée en caméra 360. Donc, vraiment très petite communauté, mais vraiment une communauté de niche et hyper engagée. Et typiquement, c'est sur du matériel qui se vend à 500, voire plus. Et donc là, une marque qui vend des caméras 360, j'ai GoPro en tête, mais j'en ai pas d'autres, désolé, c'est pas forcément ma spécialité. Quand ils contactent un influenceur comme ça, ils ont souvent des retours sur investissement simplement qui sont énormes, et c'est d'autant plus en fait intéressant pour une marque de communiquer avec ces influenceurs-là, où il y a beaucoup plus, simplement c'est beaucoup plus à l'échelle humaine, et on revient vraiment à quelque chose où on voit une petite communauté, on a le contrôle dessus, et on peut voir vraiment le profil de l'influenceur, parce que quand un influenceur devient très gros, si on reprend les cas des Ariana Grande, des Tony Parker, des Kylie Jenner, on devient sur des personnes aussi qui doivent répondre à une certaine généralité, et généralité égale visibilité, mais pas forcément conversion, en quelque sorte. Donc les deux ont un intérêt pour le coup, mais pour le coup, l'application du marketing d'influence dans les marchés de niche est vraiment perspicace pour le coup. Oui, c'est ça. Et puis, comme tu disais, en fait, tous les types d'influenceurs, vraiment, ils sont pertinents. En fait, ils vont vraiment correspondre à un type de marque. Mais si je prends l'exemple, par exemple, d'une marque de luxe, c'est vrai que généralement, les marques de luxe préfèrent collaborer avec des macro-influenceurs pour créer un sentiment vraiment de rareté, d'exclusivité, etc. Et c'est vrai que quand on lance son projet, à l'inverse, ça peut être très pertinent aussi de collaborer avec des micro-influenceurs, à l'instar de marques de cosmétiques, par exemple. Donc, il faut vraiment trouver le type d'influenceur qui correspond à sa marque. Ouais, et complètement. Et le deuxième exemple que j'avais vu, c'était notamment dans une vidéo de Marketing Mania, donc Stan Leloup sur YouTube, sur vendre un stylo, il me semble, et il présentait le projet de deux personnes qui faisaient du financement participatif, notamment pour vendre des stylos, et ils étaient vraiment sur cette niche. Et je me rappelle que dans cette vidéo, justement, il était allé voir comment ils avaient simplement fait leur communication et comment ils avaient trouvé des niches. Et je me rappelle pour cet exemple des stylos, par exemple, ils avaient trouvé sur Instagram. Là, c'est un exemple très précis, mais au moins on voit des choses concrètes, et je pense que c'est la meilleure façon aussi d'identifier et de se faire une idée en tête de globalement ce que ça peut être le marketing d'influence et à quel point ça peut être important. C'est que pour cet exemple du stylo, sur Instagram, il est tombé sur
sur un hashtag qui était une sorte de challenge pour montrer ce qu'on a dans notre poche, simplement. Et il y a toute une communauté autour de ça sur Instagram sur en fait, c'est quoi ce que j'emporte avec moi, les 3 objets qui me représentent le plus, par exemple. Et tu as beaucoup, par exemple, d'hommes d'affaires qui envoient qui mettent une photo simplement avec leur couteau suisse, leur agenda et leur stylo. Et justement, ils montrent à quel point, en fait, il y a des niches qu'on ne connaît pas, et sur peu importe votre business, en fait, simplement. Complètement. Et puis l'avantage de l'influence, c'est que ça permet vraiment de rivaliser un peu d'imagination. Donc en fait, on peut mettre en place des campagnes d'influence vraiment originales. On peut se démarquer de la concurrence quand même facilement. Et l'avantage, c'est que les influenceurs, c'est avant tout des experts de l'influence. Ouais. Et du coup, ils peuvent vraiment en fait aider les marques à mettre en place une campagne, à donner des idées, à venir aussi dans les locaux pour, par exemple, prendre des photos, rencontrer les collaborateurs. Et en fait, on peut faire vraiment plein de choses et c'est ça qui est génial. Et notamment les challenges, ça marche très bien. Surtout depuis le confinement, on a pu voir avec l'émergence de TikTok, etc. Oui. Et c'est vrai que les challenges, ça permet vraiment de booster son taux d'engagement. Pour ceux qui ne savent pas, le taux d'engagement, c'est c'est tout simplement l'engagement des utilisateurs sur vos réseaux sociaux, sur votre vidéo, sur votre blog. Et en fait, c'est un KPI qui est très intéressant quand on mesure la performance d'une campagne, parce que ça permet vraiment de voir si ça fonctionnait ou pas. D'ailleurs, pour certaines marques, c'est même le KPI le plus important. Et donc, du coup, vraiment, les challenges, ça permet vraiment de répondre à tout ça. Et complètement, je vois, il y a pas mal de questions dans le chat. Pour le coup, j'ai pas eu le temps de lire tout le monde, mais déjà, bonjour à... Bonjour. Sébastien, il nous demande si c'est valable pour des indépendants dans l'immobilier. Alors oui, il y a aussi des influenceurs qui sont spécialisés dans l'immobilier, qui sont spécialisés aussi dans tout ce qui va être décoration, etc. Donc oui, c'est possible. Après, vraiment, la clé, encore une fois, c'est de trouver le bon influenceur, de voir avec lui ce qui est possible de faire. Mais oui, vous pouvez tout à fait envisager des campagnes d'influence avec des influenceurs. Ouais. Et puis au-delà de... En fait, je pense qu'il y a... Tu me diras aussi ton point de vue, ça m'intéresse sur ça. Pour l'exemple de l'immobilier, par exemple, je pense qu'il faut peut-être décaler ce qu'on regarde et passer du produit aux besoins auxquels il répond pour trouver un influenceur notamment. Dans l'immobilier, si tu cherches un bien, une personne qui cherche un appartement, bon, il y a plusieurs profils. Là, il y a l'étudiant qui cherche un truc pas très cher, il y a la famille qui cherche un truc avec beaucoup de pièces, silencieux, etc. Et souvent, un influenceur, il va pas représenter vraiment un produit, ou là, vraiment sur des exemples très niches, mais plus des valeurs ou des sensations, des émotions, etc. Et donc, en tout cas, pour ce cas-là, je pense, personnellement, je me concentrerai beaucoup plus sur le besoin en termes de valeur auquel il répond, même quand on crée, par exemple, une communauté sur Facebook, on veut rassembler des gens autour d'un groupe privé. Ce qu'on cherche, c'est pas forcément donner des conseils, mais il y a aussi le fait d'appartenir à un groupe. Il y a ce besoin d'appartenance qui revient dans pas mal aussi de théorie marketing, qui est hyper important. Pour le coup, bonjour tous les gens qui sont arrivés, Anne, Joar, Bérangère, Claudia, tout le monde. Ça me fait hyper plaisir, ça met un petit peu la pression, mais il n'y a pas de souci, on gère ça pour l'instant. N'hésitez pas pour le coup, si vous avez des questions, comme Sébastien vient de le faire, n'hésitez pas, pour le coup on regarde, on est novice encore, mais on essaie de faire un max. Je vois Sylvia aussi a posé une question sur les pods. Est-ce que tu veux y répondre, Élise? Je crois que c'était en fait, tu me diras, Sylvia, si je me trompe, mais il me semble que c'était quand on parlait justement des achats d'abonnés, etc. Ouais. Et il y a aussi des pods pour liker les publications en fait. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Les pods, tout simplement, c'est un outil auquel on adhère qui permet en fait ensuite automatiquement de générer sur sa publication des likes et des commentaires, et notamment. Il y a aussi l'exemple sur LinkedIn, en fait, on peut regarder ses publications et automatiquement, en fait, à chaque fois qu'on en sortira une, il y aura des personnes qui correspondent à notre ciblage, donc à notre secteur d'activité, qui vont aller liker nos posts. Ça permettra d'acquérir plus de visibilité ensuite et du coup de booster sa visibilité sur les réseaux. Complètement. Et pour le coup, en fait, si on reprend cet exemple des pods, est-ce que c'est intéressant sur un post? Oui, ça va en jeter. Oui, vous allez avoir 100 likes en plus peut-être. Après, c'est pas ces gens qui vont liker qui vont acheter votre produit, qui vont convertir sur vos pages, et c'est pas des gens qui... et là, pour le coup, je repense à un article, enfin un e-book qui avait sorti Kylian de chez nous sur la productivité, sur comment créer une communauté. Et il y a vraiment une thématique autour de comment créer des super fans, et c'est vraiment eux qui vont porter votre marque, c'est eux qui correspondent à 100% en fait à votre produit, et c'est eux qui vont aussi être ambassadeurs simplement de votre marque et qui vont pouvoir la promouvoir
sans même que vous dépensiez un centime en plus. C'est eux qui vont en parler à tous leurs proches et qui vont conseiller vos solutions à leur entourage, simplement. Bonsoir à tous, bonsoir Abdelkader. Quid des influenceurs relatifs au secteur de la cosmétique? Au secteur de la cosmétique, à ce niveau-là, pour le coup, je pense que c'est au niveau du cosmétique, pour le coup, il y a pas mal d'actions, je pense, en influence, et je te laisserai en parler. Il y a pas mal aussi d'actions autour de l'affiliation, simplement, de coûts, de placement de produits, etc. Ouais, tout à l'heure, quand on parlera des études de cas, Abdelkader, je vous présenterai une étude de cas avec l'Occitane en Provence qui a sorti un nouveau produit en mars dernier, notamment avec des micro-influenceurs. Mais nous, c'est vrai que chez Ivancy, on a beaucoup de clients qui sont relatifs du coup au secteur des cosmétiques, donc que ce soit des petites marques qui lancent leurs produits ou à l'inverse des plus gros groupes. Et c'est vrai que la micro-influence et la nano-influence, ça permet vraiment de répondre à ces objectifs en général, même, donc que ce soit pour booster la visibilité ou pour générer des ventes. Ouais, et pour le coup, je pense ça va faire la transition vers directement, on peut passer sur cette étude de cas sur l'Occitane. Juste avant, je me permets juste de répondre à Sylvia qui nous dit oui, mais ça permet quand même de booster la publication lors du lancement, lorsqu'il est bien réalisé, complètement, en termes de purement statistiques, oui. Maintenant, l'idée, c'est nous, on essaye de voir aussi un peu plus large. Certes, une action réussie peut amener des conversions, et c'est des choses qu'on ne conseille pas, évidemment. Parce qu'on pense qu'il y a aussi plein d'autres solutions qui sont déjà plus éthiques, qui ne se basent pas sur une apparence qu'on donne à notre marque, et aussi plus rentables à long terme. Il y a pas mal de questions pour le coup. Ma cible est le B2B, prestation de team building. Est-ce qu'il existe des influenceurs dans ce secteur et pour cette cible? Oui, alors il y a beaucoup d'influenceurs B2B, d'ailleurs on en entend de plus en plus parler. Alors il y a des journalistes qui sont des influenceurs, et ensuite il y a pas mal d'influenceurs, notamment sur LinkedIn. Donc après, il va falloir, encore une fois, ça va être comme pour des influenceurs B2C, il va falloir vraiment les targeter, voir un peu quel influenceur pourrait parler de vous, quel influenceur pourrait aussi faire participer à vos team building pour ensuite le promouvoir sur leur blog. Mais oui, tout à fait, ça existe et il y en a beaucoup. Ok, top. Pour le coup, n'hésitez pas à continuer de poser des questions. C'est ça qui enrichit le live et qui fait que c'est unique. Nous, on a préparé un fond, mais s'il faut déborder avec des questions, je pense un live, de toute façon, c'est fait pour répondre aux questions des gens. Donc, on le fait avec une base qui nous paraît pertinente, mais vos questions, c'est ce qui est le plus intéressant vraiment dans ce live. Donc, n'hésitez pas. Si on oublie de répondre à une question parce qu'on parle beaucoup, vous n'hésitez pas à nous la reposer. Ouais, Live, aussi. on y répondra avec plaisir. Pour le coup, ouais. Alors, on est à mi-chemin de ce parcours sur le live. On va passer sur les études de cas. Juste avant, pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, on est en live avec Ivancy, pardon. Élise, ici présente, est experte du coup sur ces thématiques autour du marketing d'influence chez les micro-influenceurs, notamment. Le replay du live sera disponible après aussi, dans la semaine directement, sur nos deux plateformes. Et restez jusqu'à la fin, il y a toujours une surprise qui se prépare, qui approche tout doucement. On a très très hâte pour le coup. Et on va passer du coup sur la partie, on peut commencer sur l'Occitane. Est-ce que ça te va? Et juste avant, je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit juste avant. Quand je vous ai donné tout à l'heure des conseils pour trouver les bons influenceurs, je vais vous réécrire un article qui sortira sur le blog de Live Mentor, justement, qui récapitulera tout ça, qui vous donnera aussi des formules pour justement calculer le taux d'engagement. Donc vous aurez tout ça à la fin de semaine, comme ça récapitulera tout ce qu'on a vu aujourd'hui un peu plus en détail, avec plus de tips, etc. Complètement. Donc on peut passer, je pense, sur l'Occitane directement. Je te laisse introduire tout ça. Et pour le coup, je vais commencer par l'Occitane, notamment pour Abdelkader. Ouais. Et pour le coup, si vous avez des questions pendant ce temps, pardon, je te coupe. Pendant ce temps, moi, je vais du coup lire un peu le chat. Et si vous avez des questions directement, je les mémorise et je les lance si c'est dans le sujet. Les questions qui sont plus globales, on les traitera, je pense, après les études de cas et on pourra y répondre et on pourra faire encore une petite session réponse aux questions. Ouais, on fera ça. Du coup, oui, l'Occitane en Provence, c'est un des clients d'Ivancy, et je vais vous présenter une de ses campagnes, de ses récentes campagnes. En fait, en mars dernier, l'Occitane a voulu sortir un nouveau produit, et en fait, la marque a décidé de faire appel à 15 micro-influenceuses pour promouvoir en fait cette nouvelle gamme. Et donc en fait elle a collaboré avec 15 influenceuses qui correspond à 15 publications, et en fait sur un délai d'un mois. Et en fait grâce à ces 15 publications, la marque elle a généré un très bon taux d'engagement, donc de plus de 3%. Elle a également touché plus de 351 000 personnes. Donc en fait c'est un chiffre qui est énorme juste avec 15 influenceuses, donc tout ça sur un délai quand même assez court d'un mois.
Et en fait, en contrepartie, donc la marque a envoyé le produit à tester, a laissé le temps aux influenceuses de tester, pour pouvoir se faire un avis. Et après, les influenceuses ont posté en fait une story avec une publication pour donner leur avis en fait sur le produit. Donc c'était purement une dotation sans rémunération financière. Nous, chez Ivancy, on privilégie en fait les dotations de produits ou les dotations de services, et c'est pour ça qu'en fait les marques qui collaborent avec nous offrent le produit ou le service aux influenceurs. Ouais. Ça, c'est une campagne qui a bien fonctionné, et d'ailleurs la marque a réutilisé les contenus donc, des influenceurs pour ses propres réseaux sociaux et pour ses supports de communication, parce que c'est ça aussi qu'il faut mémoriser en fait, qui est super intéressant avec l'influence, c'est qu'en fait, les publications que vous allez recevoir, les publications qui vont être générées par les influenceurs, vous allez vraiment pouvoir les réutiliser après pour vous, en fait, pour vos supports de communication. Donc, ça peut être un mailing, ça peut être des fiches produits, votre blog, ça peut aussi être campagne 4x3. Donc, en fait, c'est aussi du coup de l'UGC en fait, que vous générez. Ouais, et juste si je peux compléter, parce qu'il y a un point hyper intéressant que tu as évoqué, et je pense qu'on peut éclaircir, c'est quand on parle de marketing d'influence, au niveau des actions qu'on peut faire, il y en a pour le coup une multitude. Là, évidemment, la plus connue, on parle du fait de simplement faire un placement de produit, on prend un influenceur, on lui envoie nos produits, il le présente. Il y en a d'autres, il y a par exemple ce qu'on appelle le takeover, où en gros simplement une marque va donner accès à son compte simplement Instagram, où l'influenceur va faire un live dessus pour répondre aux gens, ce qui crée de l'engagement directement sur la marque. Là, ça va, je pense, plus des campagnes pour générer de l'engagement sur les pages et pas pour vous diriger forcément vers un produit. Et l'autre point que je trouvais hyper intéressant, c'est au niveau du coup, ce que tu as appelé très justement les UGC. Pour préciser, les UGC, c'est User Generated Content. C'est des contenus créés par les utilisateurs. Ça a une place énorme. On s'en rend compte de plus en plus, surtout avec les réseaux sociaux. Si on prend un exemple très récent et qui est pour le coup, je pense, assez parlant, c'est Animal Crossing, simplement. Il y a pas mal, en fait, simplement de personnes qui, juste en jouant, aimaient ce qu'ils créaient et avaient envie de le partager à des gens. Et c'est la base de ce qu'on appelle l'UGC. Et en fait, simplement, c'est du contenu pour la marque sans embaucher personne pour le faire. Donc ça a une place très importante. Si on prend un autre exemple en termes d'influence, quand on fait un placement de produit avec un influenceur, cette personne par exemple a une chaîne YouTube, une vidéo, certes elle est faite, c'est du one shot, c'est une campagne et on la pousse. Après cette vidéo elle reste éternellement pour le coup sur la chaîne YouTube de la personne, et donc faut jamais oublier cette dimension, comme tu as très bien dit, de une campagne d'influence. Certes c'est un mouvement à un moment donné, mais c'est quelque chose qui se décompose en termes de retombées dans le temps. Ah oui, complètement. Ouais. Ça, c'est sûr. Et du coup, donc toujours pour Abdelkader, mais pour tous les autres qui sont spécialisés dans le secteur de la beauté et des cosmétiques, on a du coup, pour aller plus loin dans cette campagne en fait, avec l'Occitane en Provence, vous pouvez retrouver, on a des études de cas sur notre site internet où on résume, on donne tous les chiffres. Donc je vous invite à y aller, et il y a plein d'autres marques. Mais en tout cas, Abdelkader, pour avoir une grande étude sur ça. Et je vois Sylvia qui met dans le chat, ancienne responsable social média du groupe Fitness Park. J'avais fait une campagne avec vous et j'avais clairement explosé le ROI grâce à vous. Smiley. Merci Sylvia, je le remontrerai à nos équipes, ils seront super contents. C'était toujours plaisir d'avoir des feedbacks. Et je vois justement, juste avant, tu as posé aussi une question. Est-ce qu'il y a des formules pour les entrepreneurs ? Oui, on a des formules. Il suffit tout simplement de prendre contact avec notre équipe sales, et puis ils pourront répondre à toutes tes questions. Et pour le coup, la question de Claudia, hyper intéressante, on la garde, je pense, pour juste après. Elle permettra de bien fermer sur ça, de faire une belle ouverture. C'est simplement quel avenir donnez-vous au marketing d'influence d'ici 10 ans ? Je pense qu'on peut décomposer sur 5, 10, 15 ans peut-être. On verra ça juste après, pour le coup. On parle un peu des études de cas, on verra ça. Voilà, on a aussi une question par rapport au marketing d'influence chez les collectivités institutionnelles, donc on y répondra tout à l'heure aussi. Yes. Sinon, en autre étude de cas, je peux vous parler de la marque Pylone. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Donc ils ont quand même beaucoup de magasins en France. C'est une marque de design française. Et donc en fait, depuis quelques mois, elle travaille avec nous, et donc dernièrement, je l'ai eu au téléphone pour parler un peu de ses campagnes. Et du coup, ce qui est en fait intéressant avec Pylone, c'est qu'en fait la marque a vraiment réussi à se créer un pool d'ambassadeurs. Et je dis pas influenceurs parce qu'en fait la marque a collaboré avec plusieurs influenceurs sur du long terme, toujours les mêmes. Et donc en fait maintenant ces influenceurs-là sont vraiment devenus des ambassadeurs, et en fait ils communiquent en fait sans
sans être dans une collaboration avec Pylone, en fait, sur les produits de la marque. Ils parlent en fait vraiment de leur usage quotidien avec ces produits. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vraiment pour vous en tant que marque ou en tant que commerce, vraiment le but ultime, entre guillemets, si je peux dire ça, c'est vraiment de créer des ambassadeurs en fait, parce que tout simplement, après ils vont parler de vous automatiquement, les consommateurs associeront aussi l'influenceur à votre marque, donc ça c'est hyper intéressant. Et en fait, Pylone, pour arriver à créer un pool d'ambassadeurs, en fait, tout simplement, eh ben, l'équipe, donc qui est une petite équipe, ils sont deux, je crois, en community management, et en fait, vraiment, ils prennent des nouvelles des influenceurs sans hors cadre campagne. À chaque fois qu'ils envoient un produit, ils envoient un petit mot personnalisé. Ils envoient également plusieurs produits à tester. Ils proposent aux influenceurs de tester plusieurs produits, de choisir les produits qu'ils veulent tester. Donc en fait, c'est vraiment un lien unique qui s'est créé entre la marque et ces influenceurs-là. Donc vraiment un lien humain, d'ailleurs, plus que la marque, avec l'équipe qui travaille derrière. Et donc ça permet vraiment d'engager les influenceurs et ensuite d'associer sa marque à ces personnes. Et c'est vraiment, ça c'est vraiment super, en tout cas en tant que marque. Et donc par exemple, j'ai l'exemple toujours avec Pylone. Pendant le confinement, en fait... ils ont fermé leur magasin et ils ont voulu un peu animer leur communauté, donc que ce soit la communauté de la marque et aussi les communautés des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils ont tout simplement demandé aux influenceurs de poster des photos avec leurs produits. Donc sans contrepartie, hein, et juste pour animer la communauté, pour redonner un peu le sourire aux gens. Et en fait, ils ont dit de mettre en fait, en légende le hashtag Gardons le sourire, donc tous ensemble. Et en fait, ça a cartonné. Il y a 29 influenceurs qui l'ont fait. Donc, encore une fois, sans attendre un produit en échange. Il y a eu, je vais vous donner j'ai des chiffres devant moi par rapport à Pylone. Ça quand même, oui, il y a eu 7000 likes sur les publications, il y a eu 180 000 personnes qui ont été touchées par ces messages, et donc vraiment, c'était un gros succès sur les réseaux sociaux. Et puis après, évidemment, la marque, toujours pour remercier les influenceurs qui l'ont aidé, qui ont aussi voulu dynamiser les équipes, leur a envoyé un bon d'achat en fait pour s'offrir un petit cadeau sur le site de la marque. Mais ça, c'est une super idée de campagne qui a bien fonctionné et qui tout simplement, déjà à la base, n'était pas dans une démarche héroïste, mais tout simplement en fait de dynamiser tout le monde, en fait, de redonner le sourire. Et en autre campagne, qu'on avait décidé d'évoquer, c'était Michel Augustin. Donc je pense que vous connaissez, c'est une marque food française. Mettez les gourmandises que vous mangez de chez Michel Augustin dans le chat tout de suite, s'il vous plaît. Moi, j'ai envie de parler de la mousse au chocolat parce que vraiment, elle a bercé mon enfance. Même si je suis très jeune, hein, ça se voit à la caméra, je le sais. Mais, mais pour le coup, ouais, Michel Augustin, c'était un des cas que, quand tu m'avais parlé des cas qu'on pourrait évoquer, personnellement, je sais que c'est un des cas qui me parlait le plus. Ils ont surtout une communication qui est assez intéressante à étudier dans le cadre d'un lancement d'entreprise, je trouve. C'est une marque quand même qui, j'ai l'impression, est assez récente, ou en tout cas, j'en avais pas entendu parler avant. Ils ont fait beaucoup d'actions, même au niveau de simplement leur ton. Ils ont quand même quelque chose d'assez décalé. Et je pense, typiquement, en influence, il y a pas mal de choses à faire et il y a beaucoup de choses qui ont été faites, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que Michel Augustin, ils se sont fait vraiment connaître sur les réseaux sociaux, en fait. Ouais. Et donc déjà, avant même de faire du marketing d'influence, on les a connus avec leurs vidéos dans le métro, etc. Donc ça, c'est vraiment ça qui est intéressant aussi. Donc ils se sont fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, Michel Augustin collabore souvent avec des micro-influenceurs en lançant des concours en fait. Parce que l'objectif de Michel et Augustin, c'est vraiment de doubler sa visibilité sur les réseaux sociaux, d'acquérir plus d'abonnés, pardon. Donc en fait, eux, pour ça, tout simplement, ils font des jeux concours et ça fonctionne bien. Une des dernières campagnes avec un jeu concours que j'ai en tête, c'est en fait la marque a envoyé son dernier livre de recettes. Donc elle a envoyé le livre aux influenceurs, en plus pendant le confinement, donc entre guillemets... C'était le bon moment pour les influenceurs de refaire des recettes. Donc en fait, les influenceurs ont fait des recettes et en fait ont posté les publications des recettes. Et en fait, après, ils ont proposé aux abonnés de gagner le livre de recettes et après de reproduire également ça chez eux. Donc ça a bien fonctionné. Il y a eu quand même plus de 6% de taux d'engagement. Donc c'est une très très bonne campagne. Sachant qu'un bon taux d'engagement, ça commence à peu près à 2%. Donc 6%, vous imaginez bien, je crois que c'est même 6,64%, donc ça quand même, c'est un très très bon score. Il y a des milliers de personnes aussi qui ont été touchées, et en fait, ce qui est sympa, c'est après, encore une fois, c'est les publications en fait que la marque peut réutiliser grâce à ça, et puis là pour promouvoir ses recettes, quoi.
Ok, top. En tout cas, on espère que ces études de cas-là, en tout cas, elles vous ont plu. Je pense qu'on a pu évoquer pas mal de points. Il y a les UGC qui reviennent assez souvent, les User Generated Content. Là, sur l'exemple, par exemple, du livre de recettes, je pense que ça a pu générer pas mal de gens qui montraient après ce qu'ils avaient réussi à faire grâce aux recettes. Et même, ils sont pas mal basés sur ça. Et sur leur peau, il me semble même qu'on peut retrouver en bas, partagé sur les réseaux sociaux, et même sur leurs emballages. Un Oui, truc qui est, enfin, la partie packaging, c'est quand même quelque chose qui est très propre aussi du marketing, on va dire, à l'ancienne, où on considérait avant que c'était le seul support de communication en quelque sorte, il y a très longtemps, je parle quand même. ouais, ouais. Mais eux, ils s'en servent vraiment, ils l'ont intégré simplement à tout leur écosystème de, on fait notre communication sur les réseaux sociaux, on parle, on fait du bruit, et ça sent des réseaux aux produits en fait. Oui, voilà. Et puis, quand j'ai discuté avec la responsable communication Michel Augustin, vraiment, ce qui ressortait, c'était pourquoi ils font du marketing d'influence. Tout simplement parce que les consommateurs ressemblent les influenceurs ressemblent à leurs consommateurs. Et donc, automatiquement, ils essayent de cibler vraiment des personnes qui correspondent à leur cible, sachant qu'eux, ils ont une cible vraiment familiale. Donc, en fait, ils vont collaborer avec des influenceurs qui sont parents, des influenceurs qui sont proches de leur famille, mais aussi proches, évidemment, du coup, de la communauté, parce que c'est vraiment la notion de proximité qu'ils veulent faire ressortir sur leurs réseaux sociaux et du coup à travers les campagnes d'influence aussi. Ouais, complètement. Bon, je te propose de repasser sur les questions du coup qu'on nous a posées. La question de Bérangère, qui est assez spécialisée du coup, comment imaginez-vous le marketing d'influence chez les collectivités institutionnelles? Oui, alors ça s'est déjà vu par contre. Donc il y a beaucoup de régions notamment qui collaborent avec des influenceurs pour faire découvrir en fait la région, pour faire découvrir les produits du terroir, les artisans, les commerçants locaux. Donc tout simplement après, ça serait d'inviter les influenceurs à venir découvrir la région, à communiquer sur les réseaux sociaux. Après, on peut imaginer aussi à faire découvrir les institutions, à faire découvrir les régions en faisant faire des ateliers, des meet-up en fait aux influenceurs pour qu'ils rencontrent aussi les abonnés de cette région-là. Il y a plein de choses qui sont envisageables et oui, les collectivités peuvent faire du marketing d'influence et ça marche d'ailleurs. Hmm. Et surtout, il y a un point qui est même, je pense, aussi un des vrais intérêts d'une campagne d'influence, c'est simplement quand on collabore avec un influenceur, certes, c'est un canal d'acquisition, c'est un moyen de se faire voir, mais c'est aussi un moyen de gagner en termes d'image de marque en simplement, euh, en fait, en faisant passer notre marque par un influenceur, simplement aussi on s'attribue en quelque sorte les valeurs de cet influenceur et ça permet de renforcer. Sur le cas, par exemple, je pense des collectivités institutionnelles, il peut y avoir cette image très archaïque, très vieille et en quelque sorte, souvent, on peut apporter des influenceurs qui peuvent donner un coup de boost et montrer qu'en fait, bah, l'administration, c'est pas forcément un truc qui est chiant, un truc qui est simplement, euh, enfin, qui est simplement soporifique. Oui, oui. Et surtout dans ce cas-là, il y a pas mal d'influenceurs qui peuvent donner une belle image et qui parlent aussi à une audience qui pourrait être touchée par des collectivités. Oui, il y avait même eu l'année dernière où pour le service militaire, justement, Ouais. il avait décidé de collaborer avec des influenceurs qui ensuite s'étaient passés, si je dis pas de bêtises, s'étaient passés après dans une campagne publicitaire à la télé, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant avec le marketing d'influence, c'est que vous pouvez vraiment l'allier à votre stratégie 360. Vraiment, ce qui fonctionne, c'est pourquoi pas d'utiliser encore une fois, les contenus des influenceurs pour vos campagnes 4x3, peut-être faire de l'événementiel avec les influenceurs, de les ramener en magasin. Donc c'est vraiment intéressant, non pas de faire que de l'influence, mais en fait de l'ajouter et de l'intégrer totalement à votre stratégie 360. Ouais, Vous pouvez aussi envisager ça et ça fonctionne beaucoup. top. Donc, je pense qu'on a répondu à ta question, Bérangère, et de rien pour cette réponse, du coup. Maintenant, la question fatidique, on en parle, c'est bien, maintenant, ça marche. TikTok, c'est une mode, Instagram, c'est une mode. Moi, j'y crois pas. Marketing d'influence dans 5, 10 et 15 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est une bonne question. Non, déjà, je pense qu'à très court terme, on va avoir vraiment une explosion des collaborations avec des nano-influenceurs, donc des influenceurs de moins de 5000 abonnés et également avec des consommateurs. En fait, Mhm. les marques, les influenceurs, les internautes, en fait, ils veulent vraiment de l'authenticité cette année, encore plus après tout ce qu'on a vécu. Donc, en fait, les marques vont vraiment devoir faire attention avec qui elles vont collaborer et je pense qu'elles vont vraiment se diriger vers des influenceurs qui sont des consommateurs, encore une fois. Pourquoi pas même des collaborateurs, en fait,
transformer ses collaborateurs en influenceurs, tout simplement, pour pouvoir partager des messages, que ce soit des produits, des services, des valeurs. Donc c'est vraiment, je pense qu'on va vraiment se tourner vers cette voie-là. D'ailleurs, c'est déjà en marche. Après, à très long terme, je pense qu'on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer les influenceurs virtuels qui prennent de plus en plus d'impact. C'est déjà le cas. Il y a déjà beaucoup d'influenceurs, enfin beaucoup. On a une dizaine d'influenceurs qui ont des millions d'abonnés et qui sont gérés en réalité par des agences, qui sont gérés aussi par des humains comme nous derrière, alors qu'en fait tout ça c'est du virtuel. Ça fonctionne beaucoup, notamment avec des grandes maisons de luxe. Calvin Klein qui avait collaboré avec une influenceuse virtuelle, etc. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus de collaborations. Les gens vont vouloir encore une fois, dans cette quête d'authenticité, vont vouloir sûrement se cacher derrière des personnages virtuels. Après, franchement, on peut imaginer plein de choses. Par exemple, des marques qui vont créer des produits uniquement pour des influenceurs pour ensuite relayer le nom de la marque, mais sans pour autant le donner, en fait, pouvoir le commercialiser aux internautes, ou alors à un cercle très restreint de personnes. Je pense qu'on va vraiment se tourner vers ça. Vraiment, après, il va y avoir la personnalisation, notamment toujours dans une démarche data-driven, comme ce que je vous disais au tout début de notre live, pour analyser le comportement des internautes et des influenceurs. Ça va être de plus en plus poussé. On va vraiment pouvoir connaître les consommateurs à la perfection, et ça va vraiment permettre de faire des campagnes très ciblées, très personnalisées, en fait, pour s'adresser vraiment à un type de personnes, en fait, dans une niche spécialisée. Donc, je pense qu'on va se tourner vers ça aussi. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Et puis, pour le coup, pour ajouter à ce que tu viens de dire, pour cette question d'avenir de l'influence, il y a pas mal d'éléments qui dépendent pas forcément d'éléments qu'on connaît actuellement. L'arrivée de nouvelles plateformes, TikTok, je pense que ça a fait prendre un cours de l'action de l'influence simplement énorme. D'ailleurs, TikTok, c'est une des seules applications qui, si ce n'est la seule, qui a réussi là où d'autres ont échoué, c'est vraiment de vieillir l'audience. Avec le confinement, on a eu, son audience a vraiment pris de l'âge, et alors qu'avant, c'était vraiment des adolescents qui étaient sur cette application. Et après, on a vu que les 25-35 ans, ça a cartonné. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé avec TikTok. Et ça, c'est sûr que c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, parce que surtout, il y a pas mal de personnes qui ont tendance à avoir cet air assez alarmiste de dire que tel réseau est en train de mourir, tel réseau est en train de mourir, que Facebook, il y a de moins en moins de personnes, Snapchat va simplement imploser. Mais en fait, simplement, c'est souvent surtout les communautés qui se spécialisent, qui vieillissent, parce que, spoiler, on vieillit, on est humain. Et en fait, juste simplement, chaque réseau devient aussi de plus en plus spécialisé et sont vraiment des outils beaucoup plus précis à manier pour les marques. Ouais, et en plus, ce qui est aussi intriguant et ce qui va être très intéressant, c'est vraiment les réseaux sociaux. En fait, pendant le confinement, ils ont rivalisé d'ingéniosité. En fait, on n'a jamais vu autant de nouvelles fonctionnalités sortir en si peu de temps. Tous les jours, on avait des nouveautés dans un laps de temps quand même très court, chose que les réseaux sociaux n'avaient jamais fait avant. Donc, en fait, ça prouve qu'en fait, il y avait quand même, ils sont là, ils vont innover, et quand même, ils arrivent toujours plus à se démarquer les uns des autres. Donc, en fait, certes, ils vont être de plus en plus ciblés, comme tu disais, mais c'est quand même fou tout ce qu'on peut voir qui sont sortis là. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres, c'est même sûr. Oui, clairement. Et évidemment, on parle souvent aussi des réseaux les plus connus, les plus iconiques, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Maintenant, il y a des réseaux qui existent, qui sont beaucoup plus à une échelle micro, voire macro. Parfois, je pense par exemple à Discord, même si ça ne rentre pas vraiment dans cette catégorie, qui est sur une niche un peu particulière. Mais il y a plein de sites où on échange en fait simplement du contenu, où des utilisateurs sont à la base du contenu. Ce qui est la définition d'un réseau social, c'est un site web dont le contenu est intégralement créé, à 90% créé par ses utilisateurs. Je pense par exemple aux plateformes plus spécialisées. Spotify, Deezer, c'est des plateformes, c'est des réseaux sociaux à la base, même si les fonctionnalités ne sont pas très poussées dans ce sens-là. SoundCloud aussi dans la musique. Et je pense qu'il y a tout un tas d'exemples qui vont aussi là-dedans. Donc à ne pas négliger, d'autant plus que si on prend un peu de recul, même par rapport aux générations, enfin quelque chose qui regroupe un peu toutes nos générations actuellement, à la base, on idolâtrait par exemple plus des stars. On avait vraiment cette époque des stars dans les années plus, on va dire, 80, 70. J'étais pas né, je parle comme ça, mais je me suis renseigné un petit peu. Où on avait des Michael Jackson, on avait des Madonna, des grandes, simplement des grandes figures qu'on idolâtrait. Et là, au fil du temps, en fait, on revient à une échelle qui est encore
qui est un peu plus atteignable. Certes, on a des Kylie Jenner, on a des Kim Kardashian, mais simplement, on revient à des échelles. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans ce que tu as dit, c'est le marketing d'influence avec les consommateurs. On a l'impression que ça ne rentre pas dans simplement la définition du marketing d'influence, mais vraiment ce côté, je peux transformer chacun de mes consommateurs en une personne influente pour ma marque. Je pense qu'il n'est pas à négliger. D'ailleurs, on peut faire un petit sondage en direct pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous faites confiance aux autres consommateurs? Vous allez faire plus confiance à des influenceurs, des célébrités? Dites-nous aussi comment vous faites quand vous allez acheter en fait un produit. Est-ce que vous regardez les avis sur Internet ou est-ce que vous achetez un peu à l'aveugle? Dites-nous tout ça en fait. C'est très intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dans tous les cas, il y a vraiment cette recherche d'authenticité. On a eu beaucoup de scandales dans tous les cas, de grandes marques qui, scandales sanitaires, scandales humains, scandales éthiques, scandales tout ce qu'on veut, et on est beaucoup plus sur une recherche de l'authenticité simplement. Et la personne qui est la meilleure pour nous conseiller, la première personne à qui on fait confiance, c'est notre mère, en quelque sorte déjà. Donc après, il va y avoir notre entourage, nos frères et sœurs qui s'entrecalent entre les deux, et encore ça dépend. Mais en tout cas, vraiment, il y a cette décomposition de la valeur de confiance qu'on peut attribuer à quelqu'un, qui dépend aussi de la proximité qu'on a avec lui et de son niveau d'expertise aussi sur le produit en question. C'est pour ça qu'en vrai, ta question, je pense qu'elle est peut-être un peu compliquée à répondre dans le sens où ça va varier aussi entre chaque produit. Mais quand on voit, je vois Laura qui met une question, quand on voit que les influenceurs font la même pub pour les mêmes produits en même temps, difficile d'avoir confiance. C'est vrai qu'il y a eu un moment, je pense, que l'influence a un énorme aspect péjoratif quand ça s'est vraiment développé. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi, au niveau... Si tu étais déjà un peu dans ces business-là. À vrai dire, j'étais pas forcément dans le secteur avant, donc je m'y intéressais en tant que vraiment consommatrice. C'est vrai que moi je vais toujours d'ailleurs voir les recommandations des influenceurs avant d'acheter, mais c'est vrai que je comprends tout à fait le commentaire de Laura. C'est vrai que des fois on peut se poser des questions. Après, encore une fois, ça c'est une stratégie après aussi de marque. Est-ce qu'on va collaborer avec plusieurs influenceurs et leur demander la même chose, ou à l'inverse, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de collaborer avec un seul macro ou 3 micros? Encore une fois, c'est une stratégie de marque. Et aussi, je pense, quand les premières actions de vrai placement de produits ont été lancées, c'était des choses quand même assez maladroites et assez massives, ce qui a contribué en fait à cette image déjà péjorative déjà quand on évoque le terme simplement de l'influence, on parle d'influence, les synonymes qui viennent rapidement, c'est manipulation, escroquerie, etc. Alors que c'est pas du tout ça en quelque sorte. Ah non, pas du tout. Déjà, une personne rassemble une communauté autour d'un centre d'intérêt. Il leur fournit du contenu, il crée un lien de confiance et il montre sa légitimité simplement en exprimant dans des choses concrètes. Voilà. Maintenant, en fait, les campagnes d'influence sont beaucoup plus précises. Moi, je me rappelle surtout sur YouTube, une génération où les marques faisaient vraiment des briefs très stricts sur ce qu'ils doivent évoquer, répéter tant de fois le nom de la marque, dire ça. Alors que maintenant, on est sur des campagnes beaucoup plus, pas laxistes, mais permissives pour l'influenceur, pour l'intégrer à sa communauté et faire que simplement le contenu ne soit pas dupliqué entre tous les influenceurs, mais qu'il y ait la patte de chacun. Ah oui, nous d'ailleurs, c'est ce qu'on suggère aux marques qui travaillent avec nous. Dans votre brief, il faut vraiment pas de directif. Déjà, il faut savoir que les influenceurs, ils savent ce qu'ils font. Ils ont aussi une charte graphique qu'ils ont élaborée, qu'ils veulent respecter. Ils veulent aussi créer des contenus qui correspondent vraiment à leurs abonnés. Pardon, je me mélange tout le temps. À leurs abonnés. Et donc, en fait, ne soyez pas trop directifs dans votre brief. Faites-leur confiance, laissez-leur faire aussi. Le but d'un brief, c'est tout simplement donner des indications sur votre produit. C'est aussi de donner des indications sur le message que vous aimeriez et quelles sont les valeurs de votre marque. Mais vraiment, faites-leur confiance. C'est comme ça que vous obtiendrez du contenu qualitatif que vous pourrez réutiliser ou qui vous permettra de répondre à vos objectifs. Vraiment, faites-leur confiance. Et c'est mieux de donner même surtout des clés pour mieux présenter le produit que des restrictions pour ne pas le présenter d'une telle façon. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, dans un brief, on conseille toujours aussi de laisser aux influenceurs le temps de tester le produit, le temps de se faire un avis avant de publier, en fait. Tout simplement pour avoir un avis vrai et après, encore une fois, transparent auprès de leurs abonnés pour ensuite pouvoir communiquer. Complètement. Et en tout cas, tous ces conseils qu'on vient de vous donner en live, vu que je vois que l'heure tourne déjà, malheureusement, ce live, il ne dure qu'1 heure.
Mais évidemment, on voulait prolonger cette petite heure et c'est pour ça que maintenant, on va passer au temps de la surprise. Les questions, on continuera d'y répondre un tout petit peu après. Simplement, avec Eventy, on a travaillé pendant, je pense, 1 mois à peu près sur l'élaboration de ce contenu. Simplement, et là, je vais vous partager mon écran, si je peux. Tac. Tac, tac. Simplement, hop là, vous voyez mon écran. Hop là. On vous a concocté simplement un e-book, un livre blanc sur comment lancer son business grâce au marketing d'influence. Il est tout simplement gratuit. Il regroupe 4 chapitres que vous pouvez retrouver là, qui retracent un peu les points qu'on a pu évoquer en live, mais en allant beaucoup plus en profondeur. Là, Élise évoquait comment contacter un influenceur, par exemple. On a pas mal de contenu dans cet e-book, de checklists. Vraiment, on a voulu orienter ce livre très clé en main. On voulait vraiment juste quelque chose de très concret. On voulait pas quelque chose en fait de purement théorique et qui retrace des contenus qu'on a déjà pu voir sur Internet. Donc cet e-book est disponible. Je vous envoie le lien tout de suite. Hop. Et en fait, on a vraiment créé un guide opérationnel, c'est-à-dire que dedans, on vous a créé un template de mail pour contacter la première fois les influenceurs. On vous donne également les do's et les don'ts du brief idéal en fait pour pouvoir diriger un peu la publication comme vous le souhaitez. On vous donne vraiment plein de tips, également toujours en marketing d'influence, des formules pour mesurer la performance de vos campagnes. Donc comment on calcule le taux d'engagement, comment on calcule le reach. On vous a tout mis ça en fait. On vous donne toutes les clés en main pour pouvoir lancer votre projet avec succès. Voilà, je vous ai envoyé le lien sur le chat directement. On voulait vous le mettre en avant-première aussi. L'intérêt de ce live, c'était de voir aussi qui serait vraiment intéressé par cette démarche. Et c'est pour ça que simplement, on vous propose le contenu en avant-première. Il sera redisponible. Vous pouvez retrouver les liens directement sur nos pages. En tout cas, moi, ce que je peux vous inviter, si vous avez aimé ce contenu surtout, et surtout comment on l'a présenté, les thématiques qu'on a évoquées, nos 2 organismes, ils fournissent du contenu sur plein d'autres sujets qui sont connectés encore. Donc, je vous invite à liker la page d'Ivency sur Facebook, Instagram, la page de Live Mentor sur Facebook, Instagram, LinkedIn aussi pour les 2. Pour le coup, n'hésitez pas à nous suivre. Donc là, je vous rebalance le lien parce que je vois que vous êtes contents. Mais du coup, les messages tombent et les pauvres qui arrivent maintenant n'y ont pas accès. Il y a pas mal de questions qui sont passées entre-temps. Je suis désolé. Il va falloir faire un travail de lecture. Donc tout ça c'est disponible. En gros, vous rentrez juste votre adresse mail et vous le recevez directement dans votre boîte mail. Il est en PDF, téléchargeable évidemment, et c'est gratuit. c'est pas trop cher. Et à la fin de la semaine, il y aura aussi un article sur le blog de Live Mentor sur comment trouver des influenceurs. Donc pour aller encore plus loin et avoir plus d'aide. Et qui est complètement complémentaire aussi à cet e-book. On va repasser très rapidement sur les questions. Je vois plein de gens contents. Franchement, ça nous fait plaisir parce qu'avec Élise, on avait les chocottes. Et pour tout vous dire, à 5 minutes du live, ça ne marchait pas encore. Donc pour le coup, on a fait le maximum et j'ai l'impression que ça a plutôt bien rendu. Alors je vois Claudia, super cette idée d'e-book. Lola, top. Jouar, merci. Trop bien, trop bien. Super, Cassie qui nous dit super le sujet de l'e-book, merci beaucoup pour ce live, c'était super intéressant. Moi qui n'y connais pas grand-chose, je pense aujourd'hui avoir de bonnes bases et avec cet e-book, je vais pouvoir en apprendre encore plus. Ça me fait hyper plaisir. C'était exactement la démarche qu'on voulait avoir. L'idée, c'est ne jamais réserver en fait quelconque thème du marketing à une élite. L'idée, c'est de rendre le savoir accessible en fait à tout le monde. Nous, on est des personnes lambda avant d'être des gens qui font un live sans vraiment savoir ce que c'est. On a appris, on s'est formé et c'est quelque chose que tout le monde est capable simplement. Donc, exactement ces démarches. Géraldine qui nous dit merci pour tous ces conseils, génial cet e-book, ça fait plaisir. Laura, vraiment merci. J'ai pas pu tout suivre à cause des enfants, mais hâte de voir le replay. Très bon point, elle me rappelle. Le replay sera disponible dans les jours à venir. On le retrouvera, il y aura sur le YouTube de Live Mentor. Je ne sais pas si vous voulez le mettre aussi sur le YouTube de Ivancy. Oui, on le mettra. Bon. Ok, donc top, vous aurez les 2 accès comme ça. Donc vous pourrez le retrouver pour le coup. On sait que, et même d'un point de vue organisation, on sait que c'est la rentrée, que beaucoup de personnes soit sont parents, soit ne sont simplement pas disponibles. Donc on voulait rendre ça accessible à tout le monde. Là, on est
simplement dans du partage dans tous les cas sur ce contenu. Yuki qui nous dit merci, Isabelle, merci beaucoup. Merci. Bérangère aussi, qu'on a pu voir tout à l'heure sur la question sur le marketing institutionnel, il me semble. Donc, hyper intéressant, merci beaucoup. 20h pile, c'est quand même une ligne d'arrivée, mais franchie, genre sur la ligne. Tout à fait. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message après, soit nos LinkedIn perso, soit sur les liens de Ivancy et de Live Mentor. On y répondra avec plaisir si on peut vous aider. Yes, Léo, merci beaucoup pour ta présence aussi. Oui, n'hésitez pas à nous suivre sur nos LinkedIn perso, nous donner aussi vos retours sur l'ebook. Nous, on l'a, du coup, j'ai oublié de le préciser, mais on l'a écrit ensemble. Et donc, c'est hyper intéressant. Nous, on avait déjà eu des retours en interne de ce que nos collègues en pensaient, mais cet e-book, on l'a écrit pour vous. Donc, le plus important, là, actuellement, c'est vous. Au niveau des avis, n'hésitez pas. Donc, Élise, je vais remettre ton lien LinkedIn. Moi, c'est Romain Mourad directement sur LinkedIn. Hop, là. Et dans tous les cas, cette semaine de com, elle va se poursuivre avec encore des articles, et vendredi on vous refera, en tout cas côté Live Mentor, un point sur cet e-book, et on vous enverra ce lien tout simplement. Tac, je vous mets le LinkedIn d'Élise et le mien si vous voulez pareil me contacter. Là, oui, mais il y a un nombre de messages. Ok. Il est pas mal. Écoute, c'est super. Au plaisir d'échanger avec Élise de Sylvie. Également. Yes. Top. Yes. On vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne rentrée. On espère que ça s'est bien passé, que ce soit pour vous, pour vos enfants, votre travail, votre entreprise, tout. Déjà téléchargé, publié sur Facebook. Je vais arrêter de lire les commentaires maintenant parce que sinon on va faire ça toute la soirée, je pense. Et non, moi c'était un plaisir. Baptême du feu réussi. Pour le coup. Et en tout cas, à très vite pour de nouveaux contenus. Suivez-nous sur nos pages, n'hésitez pas. Et demain, vous pouvez retrouver Macha en live à 10h pour Antivirus sur cette même page, même adresse. Je ne sais pas qui est son invité, mais vous la retrouverez. Et Macha, c'est déjà bien. De toute façon, comme invité, pourquoi vous vous plaignez? Voilà, très bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, à bientôt.